Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on va combien d'années en arrière? On va 113 ans en arrière. On va précisément le 13 février 1912 pour parler de la Chine. Et on va parler de la fin de l'Empire chinois. Il faut savoir que la dynastie qui régnait sur la Chine s'appelait la dynastie Mandchou ou encore la dynastie Qing. Cette dynastie Qing va prendre fin. Il n'y avait pas la dynastie Ming. René Rutel a une robe qui date de la dynastie Ming. Ça, c'était bien avant. La dynastie Qing qui prend fin le 13 février 1912 à l'issue d'une rébellion en réalité des militaires. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, la Chine était déjà... l'Empire chinois connaissait déjà de soubresauts qui étaient dus en fait en réalité à sa décadence. Et il faut savoir que déjà... quelques 4 ans auparavant, en 1908, l'impératrice douairière, c'est-à-dire la veuve qui avait succédé à l'empereur, le père du dernier empereur, cette impératrice va déjà abdiquer. Et elle va abdiquer parce qu'elle était quasiment à l'article de la mort. Elle va donc décider de transférer le trône à son fils qui s'appelait l'empereur Puyi. Sauf qu'à l'époque, on est en décembre 1908, lorsque le dernier empereur monte sur le trône, il n'est âgé que de 2 ans et demi. Et donc, après cette accession au trône, la situation va être encore particulièrement compliquée pour la Chine, puisque l'anarchie va continuer de prospérer au sein de l'Empire et cette anarchie va être accentuée par le fait que les généraux militaires qui avaient entraîné, qui avaient en quelque sorte été à l'origine de ces soubresauts-là, parce qu'il y avait une véritable dispute du pouvoir, ces généraux-là vont non seulement de par leur querelle intestine affaiblir le pouvoir impérial. Et à partir de là, évidemment, les choses vont particulièrement se dégrader. Et donc, à partir de là, il faut savoir que les généraux aussi, la raison pour laquelle ils se battent entre eux, c'est parce qu'ils n'arrivent pas déjà à s'entendre sur la place à donner au nouvel empereur dans la future architecture du pouvoir qu'ils veulent mettre en place. Ils sentent que le peuple ne veut plus du pouvoir impérial parce qu'il est fatigué de ces pratiques qu'il juge qu'elles sont trop anciennes et qu'elles ne cadrent plus avec la modernité du monde du moment. Mais les généraux sont parfaitement conscients que il faut quand même avoir une solution de rechange. L'empereur reste encore quand même le symbole de l'unité du pays. Et donc, si on le met totalement de côté et que si eux ils ne parviennent pas un leadership ne parvient pas à émerger, eh ben ce sera la catastrophe. Donc on va en quelque sorte leur imputer la responsabilité de, si tu veux, la dislocation du pays. Il y a un risque que le pays véritablement s'effondre et se divise. Et donc pour éviter il faut qu'il y ait un plan B, pour éviter que en l'absence d'un leadership, eh ben, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un pour tenir la barque, ou du moins symboliquement. Et donc, il continue en quelque sorte de garder l'empereur Puyi sous les pieds. Et ils n'auront pas totalement tort, puisque ces guerres intestines vont perdurer et vont faire qu'aucun leadership du côté des généraux militaires, des généraux de l'armée n'émerge. Et donc, le souverain qui avait été déchu en 1912, eh ben, il est rétabli sur le trône 5 ans plus tard, en juillet 1917. Mais, malheureusement pour lui, il sera encore chassé du trône 7 ans plus tard, en 1924, par un seigneur de guerre. Et le jeune souverain va être obligé d'aller se réfugier dans le Tianjin. Le Tianjin qui était à l'époque une région occupée par les Japonais. Et justement, lorsque
la guerre éclate, la Seconde Guerre mondiale éclate et que, enfin, bien avant la Seconde Guerre, parce que quand il se réfugie dans le Tianjin, on est en 1924, mais véritablement, il y a la guerre de la Mandchourie, lorsque le Japon décide d'envahir la Chine en 1931, ils vont également mettre la main sur l'empereur Puyi. Et donc, le 1er mars 1932, les Japonais, puisqu'ils ont décidé d'envahir une partie de la Chine, ils vont créer un État fictif qu'ils vont appeler la Mandchourie. Et donc, pour légitimer cette prise, ils vont se cacher derrière le fait que c'est un État indépendant qui est né, et ils vont mettre à la tête de l'État, de ce pseudo-État, l'empereur Puyi. Pourquoi on parle de pseudo-État? Puisque jamais la Société des Nations ne va reconnaître cet État-là. Et donc c'est un État un peu comme, il en existe encore quelques-uns aujourd'hui, comme le Somaliland, qui n'est toujours pas reconnu par les Nations Unies, ou bien Taïwan, qui n'est pas reconnu par les Nations Unies. Et donc ces États-là, malheureusement, faute de reconnaissance de la communauté internationale de l'époque, la Mandchourie vit un peu dans une espèce d'autarcie. Et donc, le jeune empereur Puyi vit dans la capitale, qui s'appelle Mukden. Et justement, Mukden, c'était la capitale de l'ancienne province chinoise. Et il a aussi la particularité d'être originaire de cette partie-là. Et donc, après la défaite japonaise en 1945, il est capturé par les soviétiques. Puis, ces derniers ne vont pas le tarder à le livrer aux nouveaux dirigeants chinois. Les Russes vont d'abord le prendre, l'emmener en Russie, l'interroger. Il va même être accusé dans un premier temps d'être l'auteur de crimes de guerre, mais ils vont très vite se rendre compte que vu la personnalité de l'empereur Puyi, il n'était pas en mesure, et vu les pouvoirs extrêmement faibles qu'il avait, pour ne pas dire quasiment nuls qu'il avait, politiquement il ne pouvait, même si on pouvait lui imputer une certaine responsabilité politique parce que c'était lui que les Japonais avaient placé à la tête de cet État. Mais dans les faits, lui n'avait quasiment aucun lien, puisqu'il n'avait pas la possibilité de donner des ordres ou d'influer sur la politique qu'il y avait dans la Mandchourie. Parce qu'il faut savoir que durant cette période, et ça reste encore une cause de contentieux entre la Chine et le Japon, c'est que durant la période où, entre 1932 et 1945, où la Mandchourie était sous occupation japonaise, il y a eu de nombreux massacres, de nombreuses exactions, de nombreuses violations de droits de l'homme, des crimes de guerre qui ont été commis par les Japonais sur ce territoire-là. Et même si par la suite, il y a eu une reconnaissance de la part des Japonais sur un certain nombre d'exactions qui auraient été commises, mais il n'y a jamais eu de reconnaissance politique de la part du Japon sur ces crimes commis en Chine. Et malheureusement aussi, il faut savoir qu'avec l'arrivée au pouvoir de Shinzo Abe, l'ancien premier ministre japonais qui a malheureusement été assassiné, je crois, il y a 2 ans, la droite japonaise, Shinzo Abe a remis un peu au nom du patriotisme, du nationalisme japonais. Il a malgré lui fait ressurgir un certain nombre de souvenirs qui sont très douloureux pour les Chinois originaires de cette région-là. Pourquoi? Parce qu'il existe un sanctuaire au Japon où on rend hommage à certains généraux de l'armée japonaise. Et parmi ces généraux-là, il y en a beaucoup qui avaient commis justement des exactions en Mandchourie. Et donc, le fait que Shinzo Abe, lorsqu'il revient au pouvoir, pour essayer au nom du patriotisme japonais, il va aller rendre hommage chaque année dans ce sanctuaire-là à ces anciens militaires-là morts durant la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, ça suscitait un tollé en Chine. Et donc je disais que après donc la défaite japonaise, le jeune empereur, enfin l'empereur Puyi, lui, il est capturé, il est amené en Union soviétique. Puis là-bas, il est interrogé. Puis il se rend compte que en fait, il n'a rien à voir avec ces événements. Et donc les soviétiques ne savent pas trop quoi en faire. Et ils vont donc décider de le livrer aux Chinois. Et les Chinois, eux, ils vont se dire que ça va être l'occasion justement d'en faire un symbole de la transformation de la Chine, où on est passé d'une république chaotique de l'ancien empire à une république chaotique, à une vraie république communiste. Et donc, à partir de là,
il va subir pendant près d'une dizaine d'années une phase dite de rééducation, on va dire entre guillemets. Mais cette phase de rééducation était plutôt une phase particulièrement humiliante. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que les Chinois, en le voyant à la tête de la Mandchourie, ne vont pas oublier, ils vont avoir un profond ressentiment à son égard, puisqu'ils le considéraient comme un traître, étant donné qu'il avait collaboré avec l'occupant japonais. Et donc, pendant la révolution culturelle, il va travailler comme ça, il va apprendre un métier pendant 10 ans, des métiers dégradants, hein, d'homme de ménage, jusqu'à devenir un parfait agent de bureau, un petit administrateur de bureau, jusqu'à sa mort. Et justement, il est mort je crois, au début des années 70. Et donc, cette disparition-là, enfin, il est même mort dans quasiment, je dirais, l'indifférence totale. Hein. Il va mourir dans quasiment un total anonymat. Et il aura fallu même un film qui paraîtra par la suite, je crois, en 1984 ou 85, un film d'un réalisateur italien qui s'appelait Bertolucci, qui va raconter la vie de ce dernier empereur de la dynastie Qing, l'empereur Puyi, pour que véritablement on comprenne en réalité que dès sa naissance, en fait, l'empereur Puyi a été condamné à une vie d'emprisonnement, d'enfermement, d'errance et d'exil, pour totalement être un incompris, parce que lui-même déjà, il est né dans un monde qui était en parfaite, qui connaissait d'importantes mutations, et donc lui, n'étant pas un acteur, il n'était pas un élément actif de ces bouleversements, va plutôt passer son temps à être l'acteur passif de tous ces changements-là. D'abord, l'effondrement de l'Empire chinois avec la création de la Première République, puis l'effondrement définitif de l'Empire avec la création de la pseudo-république de Mandchourie, puisqu'il est chassé du pouvoir et il va se réfugier en Mandchourie. Puis là, cette pseudo-république qui n'a jamais vécu, qui a existé, pseudo-existé pendant 12 ans, qui sera ensuite détruite après la fin de la Seconde Guerre mondiale, va se retrouver prisonnier des Russes, puis prisonnier des Chinois, et va être une espèce de mascotte comme ça pour montrer les bienfaits de la révolution culturelle. Et bien tout ça, on voit bien que à travers ce film que je recommande à ceux qui n'ont pas encore suivi et qui s'intéressent véritablement à cette histoire de la Chine, de regarder le dernier empereur de Bertolucci, parce que vraiment, c'est un film assez édifiant sur les bouleversements que va connaître la Chine de la fin de la dynastie des Qing jusqu'à la naissance de la République populaire de Chine d'aujourd'hui. Et ça montre véritablement comment un homme, a toute sa vie ainsi, était une espèce d'acteur passif de bouleversements qui se sont produits tout au long de sa vie et qui vont malheureusement faire qu'il sorte de l'histoire par la petite porte, parce que justement, n'ayant jamais eu la possibilité tout au long de sa vie de pouvoir influer véritablement sur le cours même de sa propre vie. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dramatique. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On était dans le brin d'histoire. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.